Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Entre l'Écosse et la Corse, le cœur de son théâtre balance. Francis Aïki, directeur de la compagnie Théâtre Point et directeur artistique de l'Adia à Ajaccio, est notre invité ce soir. Xavier Affre, lui, nous promènera de village en village avant de nous perdre dans le Nord-Caucase. Et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. J'aime beaucoup votre petit côté chat. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On pourra en reparler si vous voulez. Francis Aïki, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous nous présentez ce soir le projet Corse-Écosse Franca-Oumar, un dispositif global qui mêle recherche scientifique comparée et création artistique, musicale et théâtrale entre deux territoires, la Corse et l'Écosse. Magnifiquement résumé. N'est-ce pas? Mais dites-nous en plus, s'il vous plaît. Bon, c'est un projet qui a commencé un petit peu, mais il commence comme ça par petites touches, donc il monte en puissance, il va s'étaler sur 3 ans. Il est parti en fait d'une expérience intime. C'est vrai que j'ai vécu très longtemps là-bas et que j'ai vécu des moments forts et que c'est un peu devenu ma deuxième patrie. Et qu'il est vrai aussi que je trouve, mais c'est aussi intime, une conviction, je trouve qu'il y a un espèce de rapport fort entre ces deux territoires, ces deux pays, ces deux nations, ces deux régions. C'est à discuter. C'est un appel à projet européen. Voilà, non, en fait, oui, en fait, ça a été un appel à projet européen, mais qui finalement n'a pas été financé par l'Europe, mais par l'université, par la recherche et l'enseignement supérieur. Donc en fait... Et la CTC, évidemment, fortement. Alors, comment vont se coordonner les dimensions scientifiques et artistiques? Justement, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'on part avec certaines questions. Moi j'ai souhaité, en tant que porteur de projet, je souhaite qu'il y ait un regard approfondi sur l'histoire comparée entre les rapports entre l'Écosse et l'Angleterre, la Corse et la France. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, politiquement, de la même façon, j'aimerais qu'on fasse une étude comparée. Et ça, nous, on ne sait pas faire. Ça, moi, c'est purement des idées comme ça. C'est plus poétique que politique chez moi. Ensuite, sur la culture. Est-ce qu'il y a un rapport réel entre la réappropriation culturelle, que ce soit la réacquist ou ce qu'on appelle la Renaissance écossaise, et le fait que, suite à ça, quelques années plus tard, il y a un sentiment d'identité collective qui se renforce, jusqu'au point de parler de vocation nationale ou nationaliste, etc. Donc là aussi, la question, c'est à quel point c'est vrai, est-ce que c'est vrai d'abord, et puis à quel point, parce que si c'est vraiment si fort que ça, alors on va parler autrement, les culturels. On va en parler plus en détail. Et je crois qu'il y a un film aussi qui sera réalisé. Oui, il y a un making-of. Cette aventure est un peu comme un road movie, puisque nous, on lance des pistes, on va solliciter des personnes, et après, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que ça va faire boule de neige et que ça va nous emmener bien plus loin qu'on ne le pensait. Bien plus loin. Alors, vous le disiez, il y a une dimension très personnelle en ce qui vous concerne. Vous avez déjà des origines à la fois corse et anglaise. Vous avez été professeur de français et professeur de théâtre à Édimbourg pendant 10 ans, de 74 à 83, 84. 84, oui, absolument. C'est vrai que c'était... Bon, je pensais à l'Angleterre par mes origines, et puis je me suis retrouvé un soir à Édimbourg, comme ça. Et là, j'ai eu cette certitude forte de dire, t'as un truc à faire là, il va se passer un truc pour toi là. Il s'est passé un truc qui m'a tenu 10 ans. Et c'est vrai qu'aussi, il y a cette fameuse phrase de George Eliot, alors je parle historien, que vous êtes, mais qui, lorsqu'il est venu en Corse, pour être vice-roi, c'est ça, a dit, la Corse, c'est l'Écosse avec un bon climat. Et je pense que c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Parce que je trouve qu'il y a une similitude tellurique énorme. Bon, d'abord, c'est du granit. C'est du granit en Écosse, c'est du granit en Corse, on le sait. Et puis, tout, le système du clan, enfin, tout, je veux dire, même pour moi, c'est une évidence. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être qu'à la fin, vous m'aurez inviterai, j'espère. Et puis qu'à la fin du processus, on dira, non, c'était pas du tout ça. Et finalement, c'est complètement différent. Voilà, nos recherches nous prouvent tout à fait le contraire. Alors, en Écosse, vous avez participé au Festival d'Édimbourg. Absolument, j'en ai fait 5 ou 6. Le premier, c'était avec Le Petit Prince. Mais vous savez tout. J'ai fait mes devoirs. Et alors, oui, ça a été, mais c'était étonnant, parce que quand on sait la difficulté du théâtre, moi, je découvrais.
En fait, j'étais pas du tout destiné à faire du théâtre. J'ai pas du tout eu la vocation du théâtre dans ma jeunesse. Voilà. Et j'ai fait une formation pédagogique. Il fallait proposer un projet. Et comme une des possibilités serait que je sois prof de français à l'étranger, je me suis dit, je vais faire un travail là-dessus. Et donc, j'ai pris le texte du Petit Prince et j'en ai fait une version bilingue. C'est-à-dire tout ce qui est narratif, le pilote qui raconte, était en anglais et tout ce qui est dialogué, la rose, les planètes, etc., était en français. Et puis ça a été incroyable, puisque finalement, pendant 2 ans, ça a tourné. On m'a imposé de devenir metteur en scène de théâtre, et voilà. Mais le Festival d'Édimbourg, c'est un festival prestigieux. Ah, complètement, oui, oui. Bah, c'est aussi Avignon, un peu, hein. C'est aussi un peu la foire, mais c'est un peu plus ordonné, un peu plus organisé. Et c'est là que vous avez fondé une compagnie ? Voilà. La compagnie théâtre Aiko Theatre Company, voilà. Ouais, donc ça, c'était Aiki et compagnie. Manque d'originalité, voilà. Et on a eu de la chance, parce qu'on a été après subventionné à l'année pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que Margaret Thatcher vienne mettre le haut là. La charmante. La charmante. Vous l'avez un peu évoqué. Qu'est-ce qui, selon vous, rapproche les 2 territoires que sont la Corse et l'Écosse ? Alors, déjà, je dirais la nature. Je pense que ces montagnes dans la mer, ces bruyères, ces genêts, bon, tout ça, il fait beaucoup penser. Je pense que l'histoire, moi, quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de l'Écosse, que je ne connaissais pas du tout, oui, il y a eu beaucoup d'échos par rapport à la Corse. Après, il y a ces petits signes. Moi, je pense que le Boswell qui vient en Corse et tout ce que ça a pu avoir après comme effet, justement, jusqu'à transformer l'histoire, je trouve que ça raconte aussi quelque chose. La culture, l'humour, le dénigrement de soi. Là, l'image négative de soi qu'on peut avoir ici, paraît-il. En tout cas, qu'on a là-bas, là, je peux le dire fortement. Et cet humour qui nous permet d'en sortir, le système du clan, hein, c'est bien là-bas que ça existe en premier. Voilà, et puis je vous dis, cette révolution culturelle des années 70, moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Écosse, donc en vacances, et c'était juste après le référendum. Oui. Voilà. Et donc, référendum sur l'indépendance. Sur l'indépendance. Donc j'étais dans un théâtre où j'avais travaillé avant, et il y avait un metteur en scène que j'avais connu à l'époque, qui me dit, tu vois, ça y est, on y est presque arrivé. Il me dit, tu sais, c'est nous qui avons réussi ça. Nous, les culturels, voulait-il dire. Et genre, 6 mois plus tard, je suis dans un magasin, une grande surface, en Corse, et je rencontre un personnage culturel connu ici, et je racontais que j'avais, comme d'habitude, des difficultés financières, subventions qui n'arrivaient pas, etc., etc. Et bien, ça n'a pas recommencé. Maintenant qu'ils sont en place, c'est nous qui les avons mis là. Et d'un seul coup, il y avait cet écho entre les deux. Je me suis dit, bah oui, c'est pas mal ça. Il y a eu, de la même manière que le Réaquis, il y a eu un frémissement, un bouillonnement culturel en Écosse qui a influé sur la politique et sur la société en général. Dans les années 70, ça a démarré beaucoup avec le théâtre, puis après le cinéma, littérature, Harvey Weinstein, tout ça, et oui, beaucoup. Pour rester dans la sphère dramatique, en tout cas de l'art dramatique, qu'est-ce que représente le théâtre en Écosse ? D'abord, quelle place a-t-il ? Il y a une grande place. C'est-à-dire que le théâtre a une grande place en général au Royaume-Uni. C'est-à-dire chaque ville a son théâtre de répertoire. Il faut savoir que jusque dans les années, justement, début des années 70, tous les 15 jours, il y avait un nouveau spectacle présenté dans les théâtres de répertoire. Ça changeait tout le temps, voilà. Pour ce qui est de la culture contemporaine, ça passe beaucoup par la langue. C'est-à-dire que là-bas, il y a donc l'anglais, il y a ce qu'ils appellent le Broad Scott, qui est l'écosso anglais, qu'on retrouve par exemple pour ceux qui ont vu le film sur le train, là, comment c'est ? Train Spotting. Ah oui. Train Spotting, par exemple, cette langue, si vous l'avez entendue, voilà, c'est une langue qui est tout à fait identitaire, c'est-à-dire que les Écossais s'y reconnaissent, c'est comment ils parlent, mais sauf que ça peut être compris, si c'est joué à Londres, c'est compris. Donc du coup, il y a une espèce d'invasion à l'envers, où les théâtres britanniques se sont remplis de théâtres, de compagnies écossaises, entendu cette langue, et puis il y a pour les Écossais cette façon ils s'y reconnaissent, c'est-à-dire le réalisme n'est pas dans ce qui se passe sur le plateau, mais dans la langue. C'est-à-dire c'est eux-mêmes, c'est leur langue. Et ça a fait énormément.
Alors comment allez-vous insuffler ce vent écossais à l'Adige pour cette saison 2017-2018 ? Alors on a commencé par des lectures, par quelques lectures. On a fait 2 lectures de Walter Scott, des nouvelles de Walter Scott, qui, à mon avis, donc se situent d'ailleurs dans cette époque charnière, 18e siècle, là aussi, 18e, 19e, là où nous avons eu Mérimée, où nous avons eu Dumas, qui sont pas corses, mais qui ont parlé de la Corse. Là-bas, ils ont eu Walter Scott, qui lui est écossais et a parlé de l'Écosse. Donc, on retrouve un peu des thèmes similaires, mais beaucoup plus vécus de l'intérieur. Donc, j'ai proposé 2 lectures de ça. Et là, on est parti sur le théâtre contemporain. Donc, on a déjà fait une première lecture il y a quelques semaines de cela. Et là, on va en faire une pour le 19. Voilà. D'accord. C'est ouvert au public ? C'est ouvert au public, c'est entrée gratuite, voilà, et ça permet... Et on vend de la bière écossaise. Alors, avec modération, je le rappelle. Avec modération, on la vend avec modération. Et vous avez sans doute déjà fait venir le climat écossais, hein, parce que là... Peut-être. Déjà, ça fait depuis quelques semaines. Je sens monter une espèce de... L'Écosse avec le climat... pour votre citation... Avec un bon climat. Avec un bon climat. Bon. En ce moment, non. C'est vrai que ça m'a effleuré aussi. Voilà. Il y a un petit air d'Écosse, là. Mais il y aura peut-être un retour de flamme. Oui. Faut pas désespérer. Non. Puis il y aura aussi un concert du groupe Skerryvore. Alors le samedi 19 mai prochain, à 21h, un groupe de rock folk écossais, bien sûr. Tout à fait. Et je vous propose de regarder ce qu'ils proposent sur scène. J'ai choisi avec beaucoup d'amour. Comment les avez-vous castés, ces Skerryvore ? Eh bien, il faut dire que là, c'est vrai que ça fait un moment que je suis parti d'Écosse, donc mes contacts sont un peu moisis. Donc, il a fallu que je fasse des recherches via Internet. Donc, j'ai pris un peu le temps de savoir lire la presse culturelle, etc., etc. Et puis finalement, après pas mal, hein, j'en ai bien casté une vingtaine avant d'arriver à eux. Je me suis dit que c'était ceux qui conviendraient le mieux, parce qu'ils sont à la fois très très contemporains, comme vous pouvez l'entendre, ils sont en même temps très festifs, ils ont ce côté festif, parce que les Écossais sont très festifs. Oui. Il y a de la cornemuse, ça danse, etc. Donc je me suis dit que c'était le groupe qui conviendrait le mieux. Parfait. Très bien, alors on continue si vous voulez de la balade avec Xavier Affre. Et pas du tout en Écosse. Pas du tout en Écosse. C'est vrai que là, un peu plus loin. Non, j'aurais pu évoquer les films de Ken Loach. Il a fait certains films en Écosse d'ailleurs, qui sont des films importants. Le génial Ken Loach. Voilà. Mais j'ai choisi un film sur l'art. Ça fait longtemps, vous m'aviez empêché honteusement d'en parler dans une émission précédente. Voilà. Non, j'avais envie de revenir, parce que maintenant c'est disponible en DVD, sur le dernier film d'Agnès Varda. Et de JR, voilà, parce que c'est quand même un documentaire, franchement, qu'il faut découvrir, si c'est pas déjà fait, en salle. Bon, sans doute en salle, c'est mieux, hein, évidemment, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, c'est que en 2015, ces 2 artistes... Alors moi je connaissais moins JR, mais je connaissais évidemment mieux Agnès Varda et son travail, se sont rencontrés. Alors c'est vrai que quand on y réfléchit un peu, tous les deux ont une passion, que ce soit l'image, hein, on le voit bien par la photo, puis par les films, et même la photo pour Agnès Varda aussi. Le questionnement aussi, elle s'est beaucoup questionnée dans son travail sur les lieux, le dispositif, c'est fait partie de son travail de cinéaste. Quand on pense à des films comme Les Glaneuses et les Glaneurs, quand elle s'occupait, voilà, ça a toujours fait partie de son travail. Et un jour, ils se sont rencontrés, ils se sont appris à s'apprécier un peu, ils ont essayé de travailler ensemble. Et ça a donné Visage Village, qui est un documentaire, j'allais dire à la Agnès Varda, hein, c'est-à-dire que ces documentaires ne ressemblent pas vraiment à des documentaires classiques, ça part un peu dans tous les sens, mais finalement pas tant que ça, parce que c'est quand même très structuré, hein, il faut sortir de ce qu'on voit évidemment. Alors on voit cette histoire d'amitié entre les deux,
C'est-à-dire qu'on voit des boutades aussi. Agnès Varda, bon, souffre de problèmes, je crois, aux yeux. Donc, on le voit dans le film, elle ne le cache pas. Lui, il se moque un peu de son rapport entre les âges qui sont très différents. Hein. L'artiste JR qui est beaucoup plus jeune, donc il se moque un peu de ça. Donc, il y a vraiment cette histoire d'amitié. Ça, c'est assez fort dans le film, avec de l'espièglerie, des taquineries. Et puis, on voit le travail. Dans ce road trip, ils partent à la rencontre de Français, donc j'allais dire inconnus, dans des lieux qui sont tout, sauf peut-être sur le port du Havre qu'on est en train de voir, mais qui sont tout sauf des villes. C'était le principe, d'où Visage Village, hein, d'aller dans des villages un peu reculés et de donner la parole à des gens. Alors on voit une femme de mineur très émouvante où son portrait apparaît sur la devanture de sa façade de sa maison, parce que JR part avec son camion, fait des photos, puis les tire avec des bouts qui le collent, donc ça fait des assemblages assez étonnants. Du coup, il y a plein de thématiques, la mémoire, la transmission, et tout ça est vu avec beaucoup de tendresse, de mélancolie. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est inventif, c'est drôle, c'est touchant. Cette balade de France, elle est à la fois insolite et puis ça redonne un peu la pêche quand même, parce déjà on voit des gens, peut-être qu'on a un peu plus l'habitude de voir maintenant grâce à certains reportages à la télé, mais qu'on ne voit pas, les gens anonymes. Au Havre, par exemple, on prend en photo les dockers, on les met en scène sur leur lieu de travail, voilà, et ils sont là, ils sont contents, ils sont tout fiers. Bon. Et je trouve ça assez fascinant. Et Agnès Varda, décidément, comme tout le monde, prend de l'âge, mais elle est assez exceptionnelle, quoi. Elle ne déçoit pas et on dirait une gamine hein, devant les projets. Ah oui, oui. Et puis alors, il y a une petite scène, moi, que j'ai envie de citer parce que c'est pour éreinter Godard. Donc, c'est vrai que jamais le dernier pour éreinter Godard. Bon, il ne regarde pas, de toute façon, il s'en fout. Mais je vais quand même le dire. Agnès Varda, quand même, apparemment, l'a contacté pour que JR rencontre Godard. Et elle dit, tu ressembles à Godard quand il était jeune, avec toujours ses lunettes noires, quand on tournait des petits courts-métrages de Nouvelle Vague. Puis alors, elle a dû l'appeler avant. Donc, on la voit filmer, ils vont en Suisse, dans l'appartement de Godard ou la maison de Godard. Bien sûr, il n'est pas là, il n'ouvre pas. Ou alors, il est là, mais il n'ouvre pas. Et il lui a bien laissé un petit mot charmant, une petite phrase sur Jacques Demy. Ça l'a fait pleurer parce que c'est une pique, mais quand même bien. Et elle dit quand même, celui-là, il change pas. Non, il change pas. Ça, c'est de l'humour à la Godard, mais enfin, c'est pas très, très sympathique. Voilà. Ça a fait le tour À l'époque, ça a été projeté en salle. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, hein, sur Godard. Voilà. Bon. D'accord, très bien. Voilà. C'est l'instant anti-Godard. Très bien. On peut passer à autre chose ou c'est comme vous voulez hein. Oui, mais très vite, très vite. Alors, non, mais je vous en prie. Oui, un deuxième film, alors là, radicalement différent, mais j'ai envie d'en parler. Alors, malheureusement, là, il n'y a pas eu de projection ici, mais vous savez, les sorties DVD, c'est rapide, donc d'ici 2 mois, il sera sans doute disponible en DVD. Ça s'appelle Tesnota. Très dur. Une vie à l'étroit. Alors, c'est un premier film russe d'un jeune réalisateur qui s'appelle Kantemir Balagov. Donc, j'ai pu voir, je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai pu voir à Cannes quand j'ai vu le film. Alors c'est un film qui est impressionnant, hein, de maîtrise déjà, parce que c'est un premier film. Donc on se dit, bon, premier film, c'est pas toujours facile. Il choisit un sujet qui, a priori, est quand même assez difficile. On est dans le Nord-Caucase, en Russie. Et c'est l'histoire d'une femme dans une famille, d'une communauté juive, donc très en retrait, on imagine, hein, sur fond de guerre de Tchétchénie. Enfin, il y a beaucoup de choses, sentiments anti-russes. Et il y a un kidnapping dans la famille d'un couple juste après leur mariage et une demande de rançon. Donc au-delà de l'antisémitisme et de la Russie, c'est un portrait évidemment très dur hein, de la Russie d'aujourd'hui. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est frappant, c'est la maîtrise technique de ce premier long métrage. Vous l'avez dit, très dur, avec des images parfois un peu dures. Mais c'est un jeune réalisateur qui a quand même conscience de ce qui se passe là où il vit, là où il est originaire. Et ça m'a même fait penser parfois à du James Gray. Parce qu'il y a ce petit côté observation, là, ce microcosme comme ça, je pense par exemple à The Yards, etc. Bon. Mais techniquement, c'est très intense. Il ne faut pas être claustrophobe parce que c'est la couleur, l'utilisation des... Mais c'est un très très beau premier film, vraiment. Un vrai coup de cœur. Oh, très bien. Et on guette la sortie DVD. DVD, oui, d'ici quelques semaines, mois. Voilà. Ça vous fait envie, Francis Aïki, ces 2 longs métrages? Agnès Varda, j'aime beaucoup Agnès Varda. D'abord parce que c'était une amie de Jim Morrison, de Doors, et que j'avais rencontré une fois pour en parler quand elle était venue à la Marge quelques années. Voilà. Et que c'est en effet quelqu'un d'absolument adorable, passionnante et adorable. Et j'ai vu, alors est-ce que c'est ce documentaire que j'ai vu à la télé il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il serait passé? Alors, est-ce qu'il est peut-être passé sur certaines chaînes où il y a des diffusions? Je ne sais pas, vérifier. Pas encore. Pas sûr. Encore, parce que là, l'autre film, oui, James Gray, entre autres, c'est aussi comme référence. En moins, j'adore James Gray, mais en moins américain quand même, parce que c'est beaucoup plus âpre. Hein, mais bon, c'est vraiment tout jeune réalisateur, il n'a pas 30 ans. Hein, donc honnêtement, quand on voit ce qu'il est capable de faire, ça laisse augurer quelque chose de très bon
pour le reste. Ça promet. Francis Saïki, en dehors de l'Écosse, mais british quand même, là, il proposera ce printemps un concert exceptionnel d'un groupe de reggae ska, The Beat. Absolument. Ce sera pour le 27 avril. Et là encore, je vous propose de regarder quelques minutes de ce qui nous attend. Is this getting critical? Am I gaining minus each day? Time to throw down a miracle. 'Cause I don't like what's coming my way. Freedom's gone underground. Better watch how you say it. Telephone, call it up out of here. Into gear is my tongue, gotta say it. I'm walking on the wrong side. Ticking in the wrong time. Am I in danger just to say yes? Groupe mythique. Groupe mythique des années 80, quelque part entre Madness et UB40. Ils étaient à peu près du même calibre, sauf qu'eux ont continué plus politique après. Ils disent maintenant qu'ils font de la pop politique joyeuse. C'est pas mal comme définition. Mais ils étaient, ils faisaient partie de ce mouvement, ce qu'on appelait les Two Tones. C'était les groupes, justement à l'époque de Margaret Thatcher. D'ailleurs, ils ont écrit une chanson qui s'appelle Stand Down Margaret, qui était une chanson très remontrée contre elle. Non, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve que vous êtes dur, personnellement. Et donc c'était un moment où les choses étaient très tendues et ils ont créé ce qu'ils appelaient les Two Tones, c'est des groupes mixtes, enfin noirs et blancs. Donc UB40 d'ailleurs était aussi un exemple. Et puis, changement de registre, cette fois avec les clowns de Trio, les 25 et 26 mai prochains. Exactement. Alors là, pourquoi ce choix? Parce qu'on avait envie de rire un peu. Ça fait du bien. Non, parce que c'est vrai qu'on fait pas souvent du clown, il n'y a pas souvent l'occasion d'en voir, surtout du clown qui soit pas spécialement pour enfants, mais aussi pour adultes. Et puis que, voilà, je trouvais que ça tombait bien cette saison. On n'avait pas forcément réussi, toujours au niveau du théâtre, à trouver quelque chose de très festif, de très convivial. Là, on s'est dit, on y va éhontément. Vous avez bien fait. Qu'est-ce qui fait une bonne programmation, Francis Saïki? Le secret, je pense qu'elle doit se trouver à mi-chemin entre le désir du programmateur et le désir du public. Déjà, il faut que ce soit à mi-chemin. Sinon, si on va trop d'un côté ou trop de l'autre, pour moi, c'est déjà une moins bonne programmation. Ensuite, en ce qui nous concerne, nous, moi, j'avais toujours, pour le théâtre, pour la musique, c'est un peu différent, mais pour le théâtre, j'avais toujours dit, moi, ma seule ambition, c'est de me dire qu'à chaque fois, il y a toujours des gens pour qui c'est la première fois, et que je ne veux pas les en dégoûter. Donc, il faut que cette première fois leur donne envie d'y revenir. Donc, c'est un peu ce qui guide mes choix. Alors, j'aime que le rire soit intelligent et le sérieux un peu léger. De la même manière, qu'est-ce qui fait une bonne politique culturelle? C'est une vaste question. Gardez le meilleur pour la fin. N'est-ce pas? Une bonne politique culturelle, je pense qu'il faut qu'elle soit pas donneuse de leçons. Il faut aussi qu'elle soit sur le plaisir et le désir. S'il n'y a pas plaisir et désir, ça devient lourdingue, ça devient indigeste. Et moi, je pense que tout ce qui est créé, dans tous les domaines que ce soit, c'est créé par quelqu'un qui a du désir et du plaisir. Est-ce qu'elle doit être aussi dans le concret, dans le réel? Je pense à des actions pédagogiques. Bien sûr, toute action de médiation. Comme en Écosse, on peut s'en inspirer peut-être? Absolument, comme en Écosse, oui. Oui, non, absolument, c'est impossible. Mais c'est aussi, ça doit être porté par quelqu'un. Parce que c'est des enfants, ça va être porté par un prof qui va leur communiquer, chacun a cette histoire-là, j'imagine, ce souvenir d'un prof particulier ou d'un maître qui leur a donné envie de... Ouais, c'est une aventure humaine, il faut vraiment du désir et de l'envie. Et après, le reste, c'est un plus. Vous seriez tenté par la portée? C'est-à-dire? Cette volonté, cette envie, cette ambition? Ah oui, je fais au quotidien un peu. Vous faites au quotidien? Non, mais je parlais de manière très officielle politiquement. Je suis pas très bon politique, moi. J'ai fait Sciences Po. Et justement, je jouais tout à l'heure sur le mot poétique et politique. J'avais à présenter en fin de première année
une présentation, enfin une communication, et à la fin, la prof m'a dit « Monsieur Aiki, vous êtes beaucoup plus poétique que politique ». Ce qui est une très belle définition. Donc voilà, je l'ai pris au sérieux. Je l'ai prise au sérieux. Ouais. Et vous avez bien fait. Francis Aiki, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. On encourage nos téléspectateurs à se rendre sur le site internet de l'ADIA pour connaître la programmation et les artistes qui se produiront très bientôt, adia.com. Xavier Affre, merci. Je peux revenir quand je veux, moi aussi. Mais ça dépend. Ça dépendra. Voilà. De mon bon plaisir. Voilà. Bravo, vous me troublez pour la fin et je vais me faire gronder. Alors, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.